Bonjour, je suis Mathieu Moi. Aujourd'hui, on est là pour parler d'assembleurs, en particulier d'assembleurs RISC-V. Donc c'est parti, on va démarrer avec la définition de Wikipédia. Donc déjà, ça se prononce bien RISC-V. Le 5, c'est le numéro de version, et RISC, ça vient de Reduced Instruction Set Computer. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de jeux d'instructions dans la nature. Il y en a certains qui sont assez évolués, qui ont des instructions très riches, qu'on appellera CISC, avec un C comme complexe. Et d'autres qui ont un jeu d'instructions où les instructions elles-mêmes ne font pas grand-chose, et donc c'est ça qu'on appellera les jeux d'instructions RISC, comme Reduced Instruction Set Computer. RISC-V a pas mal gagné en popularité ces dernières années. C'est un jeu d'instruction qui est open source, donc du coup qui est utilisé par plusieurs fabricants de silicium, qui utilisent ça pour avoir de la compatibilité avec les différentes chaînes d'outils sans avoir besoin de payer des royalties à des vendeurs de propriété intellectuelle en matériel. Il y a plusieurs sous-jeux d'instruction à l'intérieur du jeu d'instruction RISC-V. On a des jeux d'instruction 32 bits, on a des jeux d'instruction 64 bits, et puis selon le genre de choses qu'on veut faire, on a des jeux d'instruction vraiment très réduits où on peut juste manipuler des entiers, par exemple pour de l'embarquer très très basse conso, et puis on a des jeux d'instruction plus étendus où on peut manipuler des flottants ou avoir des accélérations pour certaines choses. Des compilateurs sont disponibles, donc nous on utilise le port de GCC pour RISC-V en jeu d'instruction 64 bits, et puis il y a aussi des simulateurs pour le jeu d'instruction, ISA, Instruction Set Architecture, et donc nous on utilisera Spike, il y en a d'autres, par exemple QEMU est capable de simuler du RISC-V. En RISC-V, la mémoire est adressée par paquet de 60, enfin en RISC-V, dans notre jeu d'instruction 64 bits, on adresse la mémoire par paquet de 8 octets, c'est-à-dire 64 bits, en utilisant l'instruction load et l'instruction store. LD comme load double, donc double word, c'est un mot sur 64 bits, et store, SD, pour stocker un mot sur 64 bits. Nous, on utilisera RV64i, donc le i qui veut dire entier, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser les jeux d'instructions plus étendus qui gèrent les flottants et les choses comme ça. Les instructions sont quand même codées sur 32 bits. On est capable de manipuler des données sur 64 bits, mais les instructions elles-mêmes ne tiennent sur 32 bits. Ça évite de gaspiller trop de place avec le code exécutable. On a 32 registres qui chacun sont sur 64 bits. Le premier registre, c'est un registre 0, c'est-à-dire que c'est pas la peine d'écrire dedans, ça fait rien, et quand on lit dedans, on a toujours 0. Et les autres sont des registres généraux, dans lesquels on peut lire et écrire en faisant ce qu'on veut avec des conventions. Donc il y a certains registres qui ont un rôle réservé, mais ça c'est pas le processeur spécifiquement qui va nous imposer ça, c'est juste une discipline de codage. On y reviendra quand on fera par exemple les appels de fonctions. Les registres, on peut les appeler x0, x1, etc. jusqu'à x32. On a aussi des noms, par exemple, quand on veut utiliser le pointeur de pile, en général, on va l'appeler SP, qui est un alias pour l'un de ces registres-là. Simplement, on lui a donné un nom qui permet d'avoir du code un peu plus lisible. Donc évidemment, pour nous, on va utiliser les noms symboliques pour nous éviter des mots de tête quand on écrit et quand on relit notre code. Il y a plusieurs formats d'instructions, donc selon les instructions, il y en a certaines où les opérandes vont être codées de différentes façons. Donc il y a 4 formats en particulier, R, I, S, U. On verra ça un petit peu dans les TD. Vous avez sur la page du cours un petit résumé du jeu d'instructions RISC-V. C'est pas la peine d'aller chercher les documentations ultra complètes qui vont être assez indigestes. On vous donne un petit résumé. Et donc pour commencer avec quelques petits exemples, ici on a l'instruction add. Donc on a deux façons de faire un add. Soit on veut ajouter deux registres et on va stocker le résultat dans un nouveau registre. Donc on a à chaque fois trois opérandes. Ici, on va faire add dans le registre destination du registre source plus le registre source 2. Donc ici, toutes les opérandes sont des registres. Et puis, on a la deuxième version où on fait un add i comme immédiat ici, où on va avoir im qui est un entier, qui est directement codé dans l'instruction. Et donc, on va pouvoir utiliser quand on veut, par exemple, incrémenter de 5 un registre. Bah, du coup, on n'a pas besoin de charger une valeur 5 puis faire l'addition de registres. On peut simplement avoir un immédiat 5 qui va être ajouté à un registre et qui va être écrit ici. Si vous avez du mal à vous souvenir dans quel ordre il faut mettre les différents registres, imaginez que ici vous avez un égal et que ici vous avez un plus. Et là on voit bien qu'on écrit dans le registre destination à gauche du égal et qu'on lit dans les deux registres sources qui sont forcément à droite du égal. Et donc pareil ici, registre destination égale registre source plus registre immédiat. Donc d'une manière générale, ce qui est le premier opérand ici, ce qui est à gauche, c'est toujours l'opérand dans lequel on écrit, enfin presque toujours en tout cas. Donc on va faire un petit exemple, un petit exercice d'assemblage.
On a ici la spécification des instructions avec add et add i ici, donc à gauche on a les instructions sources, et puis à droite, de ce côté-là, on va avoir le binaire qui doit être généré par l'assembleur à chaque fois qu'il tombe sur une de ces instructions-là. Donc on va s'intéresser en particulier à add i t1,t2,5. Donc ici on a le registre destination, ici on a le registre i, et puis ici on va avoir la constante qui vaut 5. Et donc si on veut faire ça à la main plutôt que de le faire par un assembleur, bah, on va commencer par se dire notre instruction elle doit faire 32 bits. Donc on va déjà dessiner 4 octets comme ça, et puis les octets on va les couper en deux pour avoir les demi-octets qui correspondront aux chiffres en hexa. Donc dans un premier temps, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de ma constante ici qui doit être sur 12 bits. Donc ma constante sur 12 bits, elle va être ici et elle vaut 5. Et donc 5 c'est 1 plus 0 plus 4 et puis plus plein de 0. Ensuite, j'ai besoin de RI. Donc RI c'est celui-là, il va être sur 5 bits et RI ça doit être le registre T2. Donc, comment est-ce que je fais pour savoir comment coder le registre T2? Bah, je vais aller voir dans la documentation. Donc, on sort la documentation RISC-V Visa, et puis on va aller chercher là-dedans T2. Et donc, le registre T2, je me rends compte que son vrai nom dans le silicium, c'est X7, donc c'est le registre numéro 7. Donc, du coup, je peux écrire 7 sur 5 bits ici. Donc là, j'ai mon registre RI. Et donc 7, je vais l'écrire comme 1 plus 2 plus 4. Et puis je complète avec des zéros. J'ai besoin maintenant de 3 bits 0. Je les ai ici. Hop, 0, 0, 0. Donc 0, 0, 0. Ensuite, j'ai le registre destination sur 5 bits. Et là aussi, je peux aller chercher dans la documentation et je me rends compte que le registre T1, ça correspond à X6. Et du coup, je vais coder un 6 ici. Donc 0 plus 2 plus 4 et je complète avec des zéros. Et puis, il me reste à la fin hop, la constante 0,01 suivie de 0,011. Donc ça, c'est mon instruction, et pour l'instant, elle est en binaire. Si je veux l'écrire en hexa, bah, que des zéros, ça fait 0. Ici, j'ai 0. Ici, j'ai 5. Ici, j'ai 3. Ici, j'ai 8. Ici, j'ai 3. Ici, j'ai 1. Ici, j'ai 3. Et donc, mon instruction en hexa, ce sera 0053 83 13. Donc on peut essayer de vérifier ça en demandant à notre assembleur de refaire le boulot. Donc ici, je vous ai préparé un petit programme qui contient exactement ce qu'on souhaite, add i t2, t1,t2,5. On va l'assembler. Donc RISC-V as de addi.s-o addi pour générer un fichier binaire qui va s'appeler addi. Donc là, l'assemblage est fait. Et il me reste à regarder le binaire. Alors le binaire, je pourrais le regarder avec un éditeur exa, ce serait pas très beau. Je peux utiliser opjdump, qui va me permettre de regarder de façon un peu plus conviviale le contenu du binaire. On a une option "-d" qui permet de désassembler, donc de voir les instructions qui ont été assemblées a posteriori. Et donc mon opjdump ici, il me dit bien, il retrouve bien dans le binaire l'instruction add i t1,t2,5, et on a le codage ici en hexa qui est 0053 83 13, ce qui veut dire que visiblement je me suis pas trop gouré dans ma démo. On a en RISC-V des sauts conditionnels et inconditionnels. Donc les sauts conditionnels, c'est ceux qu'on codera par jump avec un J en début d'instruction. Les sauts conditionnels, c'est ceux où il y a deux possibilités, soit je passe en séquence, soit je branche. Donc c'est ceux qu'on codera par B comme branche en RISC-V. Alors le JAL ici, il est un petit peu plus compliqué que ce dont on aurait réellement besoin. Ce qu'on utilisera en pratique, c'est J comme jump, tout simplement, qui va pas avoir ce système de deuxième registre ici, qui va le coder simplement avec un registre où il se passera rien. Mais donc ce qui est important ici, c'est qu'on fait PC égale PC plus 4. Donc le compteur programme PC est incrémenté. Donc JAL avec un C positif, ça veut dire avance d'un certain nombre d'octets, avec un C négatif, ça veut dire recul. En pratique, ce sera évidemment l'assembleur qui va s'occuper de calculer les décalages. C'est-à-dire que si je dois sauter de 4 instructions en avant, c'est l'assembleur qui va se rendre compte que je saute de 4 en avant et qui va calculer le C qui va bien ici. Nous, en pratique, on écrira toujours jump à un label, et puis le fait que ce soit relatif ou absolu, c'est le problème de l'assembleur.
Le conditionnel, donc BLT ici, ce sera pour branch if lower than. Donc branch si plus petit que et plus petit strictement, hein, c'est bien un inférieur strict ici. Si on avait plus petit ou égal, ce serait LE comme lower or equal. Et donc on va comparer deux registres et si le premier est plus petit que, puisqu'on a utilisé LT, le second, à ce moment-là, on va sauter à l'adresse qui est définie par C. Voilà, pour les détails, vous avez une documentation un peu plus complète que les slides qui est disponible sur la page du cours. Je ne vais pas vous éplucher la documentation en live dans cette vidéo, hein, bien sûr. On peut faire des accès mémoire, donc on va utiliser load et store. On fera toujours des accès 64 bits, donc load LD comme load double word, c'est un mot sur 64 bits. Et donc LD ici va nous permettre de charger le registre qui se trouve à l'adresse RS plus un certain offset. Je peux écrire par exemple 8 parenthèse ouvrante SP parenthèse fermante. Ça voudra dire décaler de 8 par rapport au pointeur SP, qui sera le pointeur de pile. Et donc ça veut dire que je vais calculer le contenu du registre plus l'offset, et je vais déréférencer ça pour récupérer la case mémoire qui se trouve derrière. Et je vais charger le résultat dans le registre RD ici, bien sûr. Le SD, c'est exactement l'inverse. Je vais calculer l'adresse en faisant le registre destination plus l'offset, et je vais stocker le contenu de mon registre source dans le registre destination. Et ça, à ma connaissance, c'est la seule exception où on a le registre RD qui est à droite, simplement pour que l'écriture de LD et de SD se ressemble. On a aussi une instruction LA comme load address. Ici, je vais charger l'adresse d'un label. Donc le label désigne un endroit dans le code. Et quand j'écris LA d'un label, je vais charger l'adresse qui est pointée par ce label dans un registre. Là aussi, je vous renvoie à la documentation complète pour plus d'infos. On conclut par un petit exemple. Donc ici, vous avez un fichier qui doit s'appeler demo.s quelque part dans votre archive. On peut le compiler avec la commande risfile64 blablabla gcc, le fichier .s, et puis -o, le nom de l'exécutable ici. Et puis, on a quelques fonctions comme le libprint ici et le newline, qui sont des fonctions qui vont être appelées par notre exemple. Comme leur nom l'indique, ça va afficher un entier à l'écran, et puis ça va afficher un retour chariot pour passer à la ligne. Et donc ces fonctions, c'est ni des fonctions de la libc standard, ni des fonctions spécifiques RISC-V, c'est des fonctions qu'on vous fournit nous, tout simplement pour vous simplifier la tâche, pour que vous puissiez écrire call printint et call newline. Et donc par contre, il faut linker avec cette bibliothèque, donc il faut aller chercher cette bibliothèque-là, et lier ensemble notre code et le code de bibliothèque. Et donc ici, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de absolument toutes les lignes, hein, on a une fonction, et donc au début d'une fonction, il y a une mise en place de pointeur de pile qui se fait, ça c'est des détails que certains d'entre vous verront dans le cours sur les fonctions, les ENS et pas les gens de la fac. Ici on fait un add immédiat dans le registre T1 du registre 0 avec 5, donc ça c'est une façon de charger 5 dans le registre TI, c'est une variante du load immédiat. Ensuite, je vais charger la valeur qui se trouve à l'adresse MyData. Donc le MyData ici, et ça aurait dû être plus qu'un word ici, ça aurait dû être un double word. Voilà, abracadabra, c'est corrigé. Et donc MyData ici, qui est un double mot qui contient la valeur 37. Donc on a un double mot qui se trouve quelque part dans le binaire, et on a une étiquette qui pointe dessus. On va charger l'adresse de cette étiquette à coup de LA dans le registre T3. Et puis on va charger la valeur pointée par T3, donc T3 plus 0, ici on a un décalage de 0, hein. La valeur pointée par T3, on la met dans T4. Du coup, on va récupérer 37 dans T4. On fait ensuite T4 plus T1, et donc 37 plus le 5 qu'on avait récupéré dans T1 ici, et donc dans A0, on récupère la valeur 42. A0 par convention, c'est le registre qui correspond au premier paramètre des fonctions, donc quand je fais call print int ici, j'appelle la fonction printint en lui passant la valeur qui est dans A0, donc je lui passe la valeur 42. Donc ça va afficher 42, et puis le call newline ici va revenir à la ligne. Donc là aussi on peut faire une petite démo. On a notre fichier qui s'appelle demo20, et on retrouve bien le même contenu que tout à l'heure. On peut utiliser la commande risfile64 unknown, etc. Et donc on va générer le fichier exécutable demo20 qu'on a ici. Et donc si je regarde, j'ai bien mon fichier demo20. Et si je lance Spike PK, qui est mon simulateur, sur demo20, j'ai bien le résultat 42. Le BBL loader, c'est un message plus ou moins de debug qui est émis par Spike, on n'y peut rien. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt.